Alors, qui êtes-vous, Monsieur Eduardo Escoren? Je suis un réalisateur de cinéma. Je travaille au Brésil depuis 25 ans. J'ai commencé comme monteur pendant 10 ans, en faisant le montage de beaucoup de films connus du cinéma novo brésilien. Après 10 ans de travail comme monteur, j'ai passé à la réalisation. J'ai fait 4 longs métrages de fiction, quelques documentaires, et maintenant j'ai une petite maison de production. Je travaille pour produire mes films, et le film de mon frère, qui c'est un directeur de photographie et qui maintenant s'est passé aussi à la réalisation. Et quelles ont été un peu vos études de base? J'ai étudié sociologie et politique à l'Université catholique de Rio et aussi j'ai fait un cours de cinéma avec les documentaristes suédoises Ahan Sukersdorf qui est venu au Brésil dans les années 62. Et j'ai commencé tout de suite avec la pratique du cinéma, après ça en faisant un premier assistant des réalisateurs et assistant de montage. Alors, quels sont, disons, un peu vos films que vous avez tournés de fiction? J'ai réalisé un film qui s'appelle Les Sons d'amour. C'est une adaptation d'un roman de Mário de Andrade, un écrivain moderniste brésilien. Après ça, j'ai fait un film d'épisode. Moi, j'ai fait un de ces films qui s'appelle O Arremate. Ce serait la traduction, à peu près, c'est la résolution. J'ai fait en 1980 un film qui s'appelle Acte de violence. Et après ça, j'ai fait un film pour les enfants qui s'appelle Le Petit Cheval Bleu. Quel était pour vous le film le plus important que vous avez fait en fiction et quels sont, disons, ces détails? Bon, pour moi, personnellement, le film le plus important, c'est Acte de violence. C'est un film écrit sur un fait divers, un crime qui s'est passé à São Paulo, dans la ville de São Paulo, et qui se passe un peu dans 3 prisons: la maison de détention, la casa de détention, la pénitentiaire du Estado, et une prison agricole dans l'intérieur de l'État. C'est pas un film qui n'a pas eu un très grand succès commercial, mais pour moi c'est un film très important, c'est le film que j'aime le plus. Ça fut présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes dans l'année 1981. Le film qui a marché le mieux, c'est le premier film, ça s'appelle Les Sons d'amour. Mais pour moi, c'est pas mon choix. C'est pas le film que je préfère mieux. Et ce film que vous avez tourné sur le pénitencier à Sao Paulo, est-ce que c'est d'après une histoire fictionnaire ou véridique? C'est une histoire véridique. C'est un fait divers, un crime. C'est passé avec un type qui, sans aucune raison apparente, a tué une femme qu'il ne connaissait pas, une femme qu'il a connue occasionnellement. Il a été emprisonné et après avoir passé par tous les examens psychiatriques et tous les examens de l'institution pénitentiaire, ils ont considéré que ce type était parfaitement normal et apte à retourner à la société, à la vie en société. Et il a commis, après avoir été mis en liberté, un crime absolument identique dans les mêmes circonstances. Est-ce que vous avez un peu montré les problèmes? Parce que je sais que certains pénitenciers au Brésil ont beaucoup de problèmes.
Est-ce que vous avez un peu montré ces grands problèmes qu'il y a au Brésil dans les prisons? Même que le sujet du film n'était pas exactement un film sur l'institution pénitentiaire, le film a été tourné dans un style un peu documentaire dans certaines séquences. Et dans une des prisons les plus terribles qui existent au Brésil, et c'est la Casa de Détention, la maison de détention à São Paulo, qui a dans ce moment, je crois, plus de 6000 prisonniers, a une surlotation incroyable et a des conditions très très mauvaises pour les hommes qui sont là. On a montré un peu ça, oui. Et qu'est-ce que vous préparez en ce moment? En ce moment, je commence à développer 4 ou 5 différents sujets. Je commence à écrire avec d'autres avec des autres auteurs de scénarios, 4 ou 5 sujets pour établir un programme de production pour les prochains 4 ou 5 années. Mais ce sont tous des projets qui sont jusqu'au début. C'est un peu difficile pour moi de parler spécifiquement de ces projets. Dans tes films documentaires que tu as faits, est-ce qu'il y avait des films assez marquants? Bon, j'ai collaboré avec Eduardo Coutinho, j'ai fait le montage de son film Cabra Marcado para Morrer. C'est peut-être le travail le plus important que j'ai fait dans le domaine du film documentaire. J'ai fait quelques films au Brésil, je crois que peut-être ce ne sont pas très connus, mais je crois que ce travail avec Coutinho, c'est peut-être le travail le plus important. Comment se porte le cinéma brésilien aujourd'hui? Moi, je considère que se porte très mal depuis quelques années. Pas seulement en raison des fautes propres, il y a des raisons d'ordre politique, il y a des raisons d'ordre économique. Mais dans un premier abordage du sujet, je crois qu'il faut reconnaître que le cinéma brésilien se porte mal. Il n'a pas su répondre aux modifications qui sont passées dans les pays dans les dernières années. Quels sont les meilleurs films qui ont été tournés ces dernières années, disons sur 10 ans, ici au Brésil? Je crois que les 2 films les plus importants sont dans le domaine du documentaire, le film d'Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, et dans le domaine de la fiction, le film de Susana Amaral, Hora da Estrela, l'heure de l'étoile, présenté au Festival de Berlin il y a 2 ans. Est-ce que c'est un problème financier surtout, le grand problème du cinéma brésilien, ou est-ce que c'est un problème politique en général, ou est-ce que c'est un problème de coproduction? Quel est vraiment ce problème au Brésil? C'est toujours difficile de donner une raison précise pour une crise, que je crois qu'il y a des aspects plus au moins subjectifs, crise de création, mais qui a des aspects très objectifs,
que ce sont des aspects économiques et politiques. Je crois qu'on vit depuis beaucoup de temps, en premier lieu, une crise du marché brésilien. On vit une situation dans laquelle on constate une absolue et totale inviabilité économique de l'activité cinématographique et on vit une crise dans la relation avec l'État qui a eu une position très importante comme institution de financement de la production dans les dernières 15 années. Et alors la coproduction avec l'étranger, comment se passe-t-elle? Je crois que la coproduction et les marchés internationaux, ce sont deux facteurs qui ont une importance très grande. Le marché international a une importance pour n'importe quelle activité de production des cinémas dans un pays comme le Brésil. Et le fait que les films brésiliens n'ont pas eu un accès régulier à ces marchés internationaux, cela c'est un des facteurs de la crise économique du cinéma. On ne peut pas, dans les marchés brésiliens, avoir un numéro de spectateurs suffisant pour récupérer l'investissement dans le film. La coproduction c'est important, mais ce sont un nombre très réduit de films qu'on peut faire chaque année. Il y a quelques expériences avec la France, des films faits en régime de coproduction. Mais la coproduction n'est pas, à mon avis, vraiment une solution, ne peut pas être conçue comme une solution globale du problème. Il faudrait pouvoir organiser l'activité sur la base d'un marché des salles de cinéma, de télévision, de vidéos au Brésil et en dehors du Brésil pour pouvoir organiser une équation qui viabilise l'économie du cinéma. Et ça, on n'a pas jusqu'à ce moment réussi à faire. On continue dans une dépendance très très grande de l'État et à mon avis cette indépendance en ce moment a un caractère déformant très marqué. Il y a une espèce de schizophrénie dans le cinéma brésilien qui essaie d'être un cinéma de marché, essaie d'être un cinéma artistique, culturel, qui essaie beaucoup de choses et qui finit, ce n'est rien, ce n'est pas un cinéma artistique, culturel, ce n'est pas un cinéma de marché, c'est, je crois, une excrescence culturelle. Et bon, et dans tout ça, Embrafilm, qu'est-ce qu'ils font pour, disons, les productions de films? Parce qu'il y a quand même pas mal de films brésiliens qui sont mis sur le marché au Brésil, qui sont, je dirais, de moindre qualité, disons, ceux que j'ai vus. Comment Embrafilm choisit un peu les films pour soutenir la production?
Bon, l'Embrafilm, c'est une longue histoire. Dans ces moments, l'Embrafilm passe par une transformation. On est au milieu d'une création d'une fondation de cinéma brésilien. Embrafilm va devenir, on dit, seulement une maison de distribution de films. Personnellement, je suis un peu en dehors de ce procès de transformation. J'ai travaillé à l'Embrafilm pendant un an, l'année 1996, quand était directeur général Carlos Augusto Calil. J'ai été directeur d'opération de l'Embrafilm durant ce temps-là. On est renoncé pour être en divergence avec l'orientation du ministre de la Culture, Celso Furtado. Et par cette raison, je suis un peu en dehors et je ne connais pas en détail les transformations qu'on vient d'annoncer. Mais je crois que c'est la raison qui nous a amené à renoncer, c'est une divergence d'ordre politique, on peut dire. C'est-à-dire, je crois que les ministres, qui c'est un homme qui vraiment, je considère que n'a aucun intérêt pour la culture, il a renoncé à un projet que c'était vraiment un projet d'une politique pour le cinéma. Et en renonçant à ce projet, il a donné il a mis en premier lieu comme priorité une réforme qui, dans mon opinion, c'est une réforme administrative qui ne touche pas dans les problèmes vraiment névralgiques. C'est à peine une réforme superficielle dans mon avis. C'est peut-être pour ça que, disons, Embrafilm produit des films qui sont éventuellement de moins de qualité. Non, je ne considère pas. Je considère que la question de la qualité n'est pas une responsabilité de l'Embrafilm. L'Embrafilm a un univers plus ou moins réduit pour faire sa choix. Elle travaille avec les projets que les réalisateurs soumettent à l'Embrafilm. Elle ne suggère pas des thèmes, elle n'interfère pas dans la réalisation des films. Alors, je crois que la question de la qualité ne peut pas être attribuée à l'État ou à l'Embrafilm directement. Il y a des moments où c'est normal aussi dans tous les pays, je crois. Il y a des moments où on a des films qui sont plus intéressants, qui sont mieux. Il y a des moments. C'est un cycle, je crois, qu'on vit dans tous les pays. Je crois
qu'il y a un film où l'État a une influence très importante, mais c'est une influence indirecte. Je crois que le fait que l'Embrafilm on dit maintient les cinéastes dans une dépendance très grande, ça a une influence sur le projet. C'est-à-dire le fait que l'Embrafilm n'a pas une politique artistique, n'a pas une politique culturelle, n'a pas une politique commerciale, n'a aucune politique. Ça submet le réalisateur à une situation très ambiguë dans ses relations avec l'Embrafilm. Le fait qu'on a un marché occupé basiquement par la production étrangère et nord-américaine en premier lieu fait qu'on a une espèce de compromis, de concurrence avec cette production. Et c'est évidemment un compromis qu'on ne peut pas respecter. On ne peut pas être les vainqueurs dans cette concurrence. C'est-à-dire qu'il y a une disparité des moyens tellement grande que cette tentative de faire quelque chose qui rassemble aux produits importés, qui a un succès commercial dans le marché brésilien, c'est, je crois, qu'une tentative frustrée dans sa naissance même. Comment Embrafilm va, disons, choisir les films qu'elle va produire? Les critères ont varié beaucoup dans chaque administration. Autant que je travaillais à l'Embrafilm, on a institué un procès de sélection basé sur la lecture du script fait par des gens qui ne sont pas fonctionnaires de l'Embrafilm, gens qui sont indépendants, gens en dehors de l'Embrafilm, à qui on envoyait ce sujet, qui ne savaient pas qui était l'auteur de ce sujet, et qui donnait un rapport, écrivait un rapport sur ce sujet, et on faisait plus d'une lecture différente d'un même sujet, basé en ces lectures, et basé aussi dans les noms du producteur, du réalisateur, dans les films qu'il avait fait, dans les résultats des films qu'il avait fait. On faisait un choix. La direction de l'Embrafilm faisait un choix de film. Dans ces moments, ils ont changé un peu ça. Ils ont fait une commission plus grande. Les scripts sont lus, mais la personne qui lit connaît l'auteur, connaît les noms de l'auteur, et ce sont des gens de différents secteurs de l'activité qui écrivent ces rapports sur le script. Ça, c'est un peu le mécanisme de sélection qui fonctionne depuis 2 années. 2-3 années. Est-ce que tu penses dans les années qui viennent, est-ce que le film brésilien risque de devenir de
plus fort ce qu'il est à présent. Est-ce que tu penses qu'il sera de nouveau présent aux différents festivals qu'il y a en Europe? Je crois que à chaque 2 années, il y aura toujours un ou deux films qui pourront avoir une réception plus importante et pourront être bien reçus dans les festivals et même dans les cinémas en Europe. Ça, c'est, je crois, normal si on réussit à maintenir chaque année un nombre de films produits, plus de 50, 60 films par an. Il est normal que chaque 2 années, il y a un ou deux films. Mais le fait que le cinéma brésilien récupère un prestige qu'il a eu dans les années 60, je crois qu'il n'y a pas encore de signal dans l'horizon que ça pourrait succéder une autre fois. Je crois que pour ça, il faudrait une transformation plus radicale dans les mécanismes de production et de distribution pour que dans un intervalle de temps de 3 à 5 ans, je crois, au minimum, on pourrait conquérir toute l'activité, une autonomie et une indépendance en regard de l'État et une base économique plus stable pour que les gens peuvent avoir des conditions de projeter et d'imaginer ces projets sans les contraintes qui continuent à exister en ce moment. Parce qu'au Brésil, vous avez quand même de très bons metteurs en scène, vous avez de très bons acteurs, aussi des techniciens, ça veut dire. Vous avez, disons, un entourage de très bonne qualité. C'est quand même étonnant que le film brésilien, disons, se porte si mal d'un côté. Oui, je crois que c'est une chose aussi plus générale. C'est pas seulement le cinéma. Je crois que le cinéma, particulièrement, a un peu perdu une opportunité historique qu'il y a eu dans les années 60. Je crois que le cinéma brésilien a perdu ça pour une raison très déterminée, c'est-à-dire dans les années 60, l'État, le gouvernement, a privilégié l'établissement d'un réseau de télécommunications qui a permis l'établissement de grandes télévisions dans le Brésil, un réseau national de diffusion qui a permis la transmission en chaîne nationale de la télévision. Dans ces 20 dernières années, la télévision a complètement divorcé du cinéma brésilien, s'est modernisé, s'est transformé dans une entreprise très puissante et a une présence très marquée, très forte. Mais c'est peut-être une des seules expériences du monde où une télévision nationale s'établit et se développe complètement divorcée du cinéma national.
Je crois que cette divorce se maintient. Ce sera très difficile pour le cinéma brésilien de s'établir et de se fortifier. Il faut, je crois, supérer cette divorce et conjuguer ses forces. Je crois que l'expérience de tout le monde a démontré que, au contraire de ce que dans certains moments on a dit, on a pensé, le cinéma ne va pas finir ou disparaître, continue à être un moyen important, mais il a eu une transformation dans tous les pays du monde, des différents moyens de diffusion du film. Et au Brésil, cette transformation n'a pas eu lieu. On continue exclusivement dépendant des salles de cinéma qui viennent à chaque année, se réduisent à chaque année le numéro de salles, et la télévision a chaque année plus de force, plus de présence dans les pays. Oui, parce que disons, je dirais, vu que je vais beaucoup au cinéma depuis que je suis au Brésil, je peux dire quand même que les cinémas sont assez remplis de gens. Alors c'est quand même étonnant que les salles se réduisent. Combien de salles existent au Brésil environ, approximativement? Il existait plus de 4000 salles. Dans 10 années, ces plus de 4000 salles se sont réduites à peu près 1000 salles. Il y a combien de Brésiliens au Brésil? 130 millions, je crois. On ne sait pas jamais, ils sont beaucoup, toujours des plus brésiliens. Et combien de sièges est-ce que les 1000 salles possèdent environ? Je ne sais pas l'exact numéro de sièges, mais même ces 1000 salles, ce sont un nombre, je crois que 200 de ces 1000 salles, ce sont des salles vraiment économiquement viables et intéressantes. Oui, parce que bon, je voulais justement aussi venir à la télévision. Est-ce que la télévision est justement la plus importante, c'est Globo? Combien de films brésiliens présentait-elle par année? C'est c'est 1% de films américains. C'est peut-être un numéro absolu, 10 films, 15 films par année. C'est complètement ridicule. Et elle achète un film brésilien pour 20 000 $. C'est absolument rien pour produire un film au Brésil. C'est un coût moyen de 60 000 $. C'est complètement absurde cette situation. C'est-à-dire que le film américain est payé plus cher que le film brésilien? C'est payé un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Et la télévision d'éducation et culturelle, est-ce qu'elle présente plus de films brésiliens? Non, pas du tout. Il y a beaucoup moins de moyens. Elle ne présente presque rien. Très très peu. Alors à part 1000 salles au Brésil, est-ce que ces films brésiliens sont-ils exportables en Amérique du Sud? Très peu. Il y a un petit marché de vidéos qui peu à peu se transforme dans un marché d'une certaine importance au Brésil. Mais toutes les expériences d'exportation de films brésiliens n'ont pas
démontrer un résultat significatif. C'est-à-dire que 60 films par année sont dévorés, disons d'un certain côté, seulement par le marché national. Exactement. Où est l'optimisme brésilien? Je crois que même que le panorama que j'ai tracé est un panorama très, je dirais pas pessimiste, je dirais réaliste. Et je dirais que même en essayant d'être réaliste, d'être objectif, on doit reconnaître que on considère le Brésil comme un pays viable et on considère que le cinéma brésilien est viable, qu'il y a des talents, il y a des capacités artistiques, techniques et que même étant réaliste, on croit qu'on aura des capacités, des forces de s'organiser et de faire de nouveau du cinéma brésilien comme un mouvement d'importance artistique, culturelle et commerciale aussi. Et je crois qu'on peut peut-être finir avec une tentative d'équilibrer un certain pessimisme avec quelque chose qu'on dit que c'est très, très brésilien, que c'est un optimisme, mais ce n'est pas un optimisme délirant, utopique. Alors, je voudrais te remercier, Eduardo, de nous avoir reçus dans ton bureau et de nous avoir parlé du cinéma brésilien en général et aussi de tes films. Merci.